ouvre ce 21-23 sur le terrain avec donc ce coup de tonnerre en Iran après la déclaration des autorités judiciaires iraniennes. Cécile Kohler et Jacques Paris sont accusés d'espionnage, ce qui n'est pas une nouvelle, mais cette fois-ci pour le compte d'Israël. Et on n'avait pas encore eu le pays, ça change tout. C'est une accusation qui peut conduire à la peine de mort. Et évidemment, c'est une grande inquiétude pour les familles des otages. Nous en parlerons avec sur notre plateau Luc Lacroix. Bonsoir, vous êtes grand reporter pour notre rédaction à France TV. Vous êtes le dernier de nos reporters à avoir été en Iran. Vous allez nous parler justement de cette société. Et nous serons évidemment aussi en direct dans quelques instants avec Anne-Laure Paris. Bonsoir, vous êtes la fille de Jacques Paris, otage donc en Iran. Et bien évidemment, bonsoir. Vous allez partager avec nous votre inquiétude. Nous serons également en visio avec Shirin Ardakani, l'avocate de Cécile Kohler et militante pour les droits humains, avocate également de votre frère. Tout de suite, on va voir ce qui s'est joué aujourd'hui à Téhéran avec votre reportage Luc Lacroix et on en parle juste après. Quelques mots précieux enregistrés il y a 48 heures par son père Jacques Paris, détenu en Iran. Bon écoute, message vocal puisque ça marche pas autrement. Donc je te redis qu'on est indemne. Maintenant il nous reste à sortir d'ici. Et ça c'est évidemment le plus gros problème. Jacques Paris et Cécile Kohler ont été arrêtés il y a plus de 3 ans. Mardi, un juge leur a annoncé qu'ils étaient notamment inculpés pour espionnage au profit d'Israël, ce qui est passible de la peine de mort en Iran. Une épreuve de plus alors qu'ils ont déjà subi des conditions de détention extrêmement difficiles. Puis, en juin, la peur avec le bombardement de leur prison lors de la guerre entre l'Iran et Israël. Ces inculpations sont insupportables pour la sœur de Cécile Kohler. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller et je ne sais pas si on sera capable de garder la tête froide, la tête suffisamment froide pour ne pas se lever tous les matins en se demandant si nos proches sont encore vivants. Cet après-midi, l'ambassade d'Iran en France a précisé que pour l'instant, aucun verdict n'a été prononcé et semble vouloir calmer le jeu en disant continuer à chercher des solutions dans un but humanitaire. Anne-Laure Paris, bonsoir. Vous êtes en visio avec nous. Vous avez donc appris cette nouvelle aujourd'hui. Il y a une dizaine de jours, on avait la sœur de Cécile Kohler sur notre plateau. Elle partageait à l'époque son inquiétude des bombardements israéliens sur la prison d'Evin. Ce soir, évidemment, pour vous, c'est une double peine et une nouvelle très grande inquiétude, j'imagine. Oui, alors comme vous l'avez dit, il faut rappeler que Cécile et mon père Jacques sont détenus depuis 3 ans, plus de 3 ans maintenant en tant qu'otages d'État. Donc déjà, ils sont lessivés psychologiquement, physiquement, par des conditions de détention qui relèvent de la torture. Deuxièmement, ils sont traumatisés par les bombardements qui sont tombés à côté d'eux dans la prison d'Evin, extrêmement choqués. Et là, ces accusations, en fait, ils ont entretenu dans la terreur psychologique des conséquences de ces accusations. Et bien sûr, on est horrifiés et extrêmement choqués et angoissés pour nos proches. On a vu que vous aviez pu recevoir quelques mots de votre père. Comment on peut recevoir ça ? On était déjà extrêmement inquiets, on n'avait pas de signe de vie, donc voilà, ils sont sains et saufs, mais comme je dis, ils sont dans un état de détresse absolue. Donc pour nous, ces accusations, c'est le couronnement d'une longue liste de mensonges, faits par les autorités iraniennes depuis plus de 3 ans. C'est l'illustration qu'ils sont otages d'État. Vous vous rendez compte de ce qu'est capable de faire le gouvernement iranien maintenant, après les mensonges concernant leur défense, ils n'ont pas eu accès à des avocats, après les mensonges concernant les visites consulaires, 3 jusqu'au mois d'avril seulement, après les mensonges sur les conditions de détention, on a notamment appris que mon père avait été détenu avec un codétenu dangereux, après les mensonges par rapport au non-respect des traités internationaux, maintenant on a ces mensonges sur ces accusations. Et c'est en effet extrêmement angoissant. On vous comprend, Anne-Laure Paris. Vous restez avec nous. Shirin Ardakani, vous êtes aussi en visio avec nous. Vous êtes l'avocate de Cécile Kohler et vous êtes militante pour les droits humains. Comment vous avez réagi à cette annonce des autorités judiciaires iraniennes ?
est-ce qu'on pouvait presque s'y attendre, si j'ose dire, même si c'est évidemment douloureux et toujours un choc? Alors écoutez, la difficulté dans ce dossier, c'est que précisément l'autorité judiciaire iranienne, pour le moment, s'abstient en réalité d'infirmer ou de confirmer ce qui nous a été déclaré par Cécile et Jacques par le biais du chargé d'affaires de l'ambassade de France à Téhéran, hein, qu'ils ont pu voir le 1er juillet dernier. Faut bien comprendre, Cécile et Jacques, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont vu un juge qui leur a notifié des chefs d'inculpation extrêmement graves, passibles de la peine de mort, et les autorités judiciaires iraniennes n'ont pas pris de déclaration ou de communiqué de presse pour venir confirmer ces chefs d'accusation, ce qui est souvent le cas en règle générale. Et de la même façon, il n'y a pas eu de notification officielle par l'entremise des autorités iraniennes aux autorités diplomatiques françaises. Mais j'ai envie de dire, peu importe, parce qu'à partir du moment où Cécile et Jacques nous disent qu'ils ont été avisés eux-mêmes par un juge de cette possible épée de Damoclès qui est cette peine de mort qui, je le rappelle, est un châtiment inhumain, cruel, dégradant, qui est interdit par tous les traités internationaux. Et quand on est militant des droits humains, naturellement qu'on se bat contre la peine de mort, qui est un des châtiments les plus ignobles qu'on puisse évidemment infliger, mais c'est ce que disait Anne-Laure Paris, la simple hypothèse finalement de brandir cette menace est une torture qui est proscrite par les traités internationaux. Et donc ce que nous disons aujourd'hui aux côtés des familles, c'est que cette menace véritablement qui est brandie aujourd'hui par les autorités iraniennes, qui d'ailleurs n'ont pas été démenties par le communiqué de l'ambassade de France, de l'ambassade iranienne à Paris, on a ce communiqué de presse où finalement les autorités iraniennes ne démentent pas ces chefs d'accusation nouveaux et se contentent de dire oui, mais vous savez, il n'y a pas encore de verdict de condamnation à mort et par ailleurs il existe des voies de recours possibles. Alors Shirin Ardakhani, on va poursuivre la discussion justement parce que on a reçu l'ambassadeur d'Iran sur ce plateau il y a quelques jours. On va voir ce qu'il nous disait il y a quelques jours, mais on va tout de suite aussi aller voir Louis Arnaud par visio. Louis Arnaud, bonsoir. Vous êtes vous aussi un ex-otage en Iran. Vous avez passé 2 ans dans les geôles du régime iranien. Ce que disait Shirin Ardakhani à l'instant, vous l'avez vécu, j'imagine, notamment le fait de ne jamais savoir exactement de quoi on est accusé et de vivre, et c'est là encore une double peine, de vivre absolument dans cette incertitude-là. Ouais, bien sûr, exactement. En fait, la façon dont ça se passe, c'est que les accusations peuvent changer d'un jour à l'autre, et c'est d'ailleurs c'était le cas de beaucoup d'otages que j'ai pu côtoyer. Les accusations évoluent au gré de l'actualité, au gré des tensions avec l'Occident. Et typiquement, en fait, à mon sens, ce qui se passe pour Jacques et Cécile, c'est exactement l'illustration de cette justice conjoncturelle où il y a un besoin aujourd'hui de trouver les espions israéliens qui étaient visiblement partout sauf dans la prison d'Evin. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très réel en fait quand on est à Evin, enfin du moins ce qu'était Evin. À chaque tension, on voit augmenter les nombres de détenus qui ont été visiblement pris au mauvais endroit au mauvais moment. Mais pour en revenir au cas de Jacques et Cécile, oui, effectivement, on est maintenu soit dans l'ignorance, soit dans le mensonge. On apprend très vite à se méfier de ce qui nous est dit, et en même temps en sachant que tout peut changer et que tout est possible. Et évidemment, c'est une angoisse terrible pour eux. Parce que vous aussi, Louis Arnaud, on vous accusait d'être un espion. Vous l'avez ressenti ou peut-être vous l'avez carrément entendu? Alors moi, on ne m'a pas accusé d'espionnage. J'ai d'ailleurs été condamné uniquement pour complot contre la sécurité nationale de la République islamique et pour propagande contre l'État, ce qui est extrêmement rare. Normalement, par défaut, une personne européenne ou occidentale est un espion par défaut. Il y avait même le cas d'un Espagnol qui était avec moi, qui était censé être un espion pour l'Espagne, donc c'était encore un nouveau cas, complètement aberrant. Mais j'étais une exception dans ce cas-là. Jacques et Cécile, eux, par contre, font bien partie de la norme dans ce cas-là. En revanche, les accusations qui sont portées
contre eux sont encore au-delà de la norme de ce que j'ai pu connaître autour de moi, et notamment cette accusation de corruption sur la terre qui est réservée à des cas gravissimes. Merci Louis. Luc Lacroix, vous êtes grand reporter. C'est quoi? C'est un marchandage? On utilise les otages français ou étrangers, parce qu'il y a eu d'autres cas étrangers. C'est des leviers diplomatiques, c'est des leviers de chantage? Alors c'est des moyens de pression, c'est des moyens quand on les accuse de quelque chose d'aussi grave pour le régime iranien que d'avoir été espion pour Israël, juste après cette guerre de 12 jours avec Israël. Donc c'est vraiment ce qu'il y a aux yeux du régime iranien comme étant le plus grave. Eh bien, ça permet de faire monter la pression, de faire en quelque sorte monter les enchères pour les négociations. D'ailleurs, c'est ce que dit, c'est la manière dont répond aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, puisqu'il dit il n'y aura pas... Pour nous, la priorité, c'est de libérer des otages, sinon il y aura des sanctions. Donc on voit bien qu'il y a un marchandage complet qui se fait non seulement autour de ces otages, mais aussi au niveau des sanctions internationales. Il y a aussi, bien sûr, toutes les négociations autour du nucléaire iranien qui sont en train de se jouer. Et on a vraiment l'impression que Cécile Coller et Jacques Paris se retrouvent au milieu de tout ça. Après, il y a un autre phénomène qui est que depuis la fin de la guerre, le régime iranien, on le sait parce qu'ils se le disent et qu'ils s'en vantent, ils ont procédé à plus de 700 arrestations de supposés espions du Mossad. Alors quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il n'y aurait pas en tout cas qu'il y a des gens aussi, des opposants, etc., qui ont été arrêtés au cours de ces vagues d'arrestations. Et cette répression qui est à l'œuvre en ce moment en Iran, notamment depuis la fin de la guerre, elle est très importante et elle va très loin puisqu'il y a eu plusieurs exécutions de personnes qui sont présentées par ce régime iranien comme des espions au profit d'Israël. Eh bien justement, on va le voir en images. On va aller sur le terrain, Luc, et vous restez tous avec nous. Regardez un extrait du reportage de notre reporter Marc de Chalvron ce soir dans notre journal de 20h. Nos équipes ont demandé à des Iraniens, notamment des Iraniennes, de se filmer aujourd'hui avec tous les risques que cela peut supposer. Et ils vont montrer évidemment ce quotidien que vous racontiez, Luc, avec cette forme de paranoïa notamment dans l'État iranien. On regarde le reportage, on en parle juste après. Sepideh est une étudiante iranienne d'une vingtaine d'années. C'est tellement effrayant. Pour nous, elle a accepté de filmer Téhéran après la guerre contre Israël. Il lui faut redoubler de précautions, les barrages se sont multipliés. Il y a quelques jours encore, dans la rue ici, il y avait des agents qui fouillaient les passants. Ils fouillaient les sacs, les téléphones. Pendant les 12 jours qu'ont duré la guerre, Sepideh est restée cloîtrée chez elle. Elle découvre les destructions du centre-ville. Vous voyez ce bâtiment? Il a été détruit pendant la guerre. C'est terrible. Pour le reste, la vie semble avoir repris son cours normal. Les rues sont bien remplies. À bien y regarder, on voit beaucoup de femmes dévoilées. Plus qu'avant la guerre, d'après Sepideh, qui, elle aussi, a décidé de ne pas le porter. Aujourd'hui, les contrôles sur le hijab ont un peu diminué. Ce n'est pas parce que le régime a changé d'avis. En fait, ils savent que s'ils recommencent à mettre trop de pression, ça pourrait tout faire exploser à nouveau. Ils ont peur que ça leur échappe, alors pour l'instant, ils laissent un peu faire sur le voile. Une tolérance relative sur le voile s'est donc installée alors que le régime par ailleurs réprime à tour de bras. Des centaines de personnes ont été arrêtées depuis la fin de la guerre. Des artistes, des intellectuels, des opposants en tout genre. Ils se retrouvent aujourd'hui accusés d'espionnage au profit d'Israël. Le régime serre la vis et met en scène sa sévérité, à l'image de ces hommes arrêtés la semaine dernière et diffusés à la télévision d'État. Luc Lacroix, quand vous étiez en reportage en Iran, c'était déjà le cas, on la sent, hein, ces yeux qui vous observent de près ou de loin. Ouais, de toute alors façon. Cette paranoïa du régime, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle cible particulièrement, bien sûr, tout ce que le régime peut considérer comme étant des opposants. Les journalistes occidentaux, bien entendu, sont très surveillés. Et puis, les gens ont peur de parler, j'imagine que faire votre travail de reporter là-bas, c'est très difficile. Il y a vraiment un paradoxe. À l'époque où j'étais il y a un an, c'était un moment où il y avait des élections présidentielles. On sait qu'à chaque fois qu'il y a des élections, le régime lâche un petit peu de lest, même s'il y avait déjà eu les répressions qui avaient suivi le mouvement Femmes viliperdées, et les gens avaient envie de parler, même s'ils savaient le prix que ça pouvait leur coûter.
Alors, on va retrouver Anne-Laure Paris. Vous êtes donc la fille de Jacques Paris. Quand vous entendez, vous l'avez peut-être pas vu, mais vous avez entendu le reportage qu'on vient de diffuser. Est-ce que vous avez peur justement que cette ambiance de paranoïa qui suit cette guerre avec Israël atteigne vraiment son paroxysme et que là encore, ça pèse évidemment sur votre père et sur Cécile Kohler? Alors, la terreur a atteint son paroxysme, ça c'est sûr. Maintenant, ces chefs d'inculpation, on sait qu'ils sont inventés de toutes pièces. On est horrifié par ces chefs d'inculpation, mais on sait que c'est fait pour faire pression sur le gouvernement français. Et donc, voilà. Mais dès lors qu'ils ont été en effet évoqués, ils ont franchi la ligne rouge par rapport à cette évocation d'accusations qui peuvent être susceptibles de la peine de mort. Je reviens sur ce que vous nous disiez au début. Non seulement il y a évidemment l'incertitude avec votre père et Cécile Kohler de ne pas avoir de communication, mais il y a aussi, notamment quand il y a eu l'épisode des bombardements israéliens sur Evin, vous ne savez pas non plus toujours où est votre père. Je crois qu'il a été déplacé ou a priori déplacé. C'est ça. Il faut aussi rappeler que, là, actuellement, on ne sait toujours pas où ils sont. On sait qu'ils ont été transférés. Donc déjà, pour rappeler un peu comment eux, ils ont vécu ces bombardements, donc ils ont été très, très choqués puisque les murs de leurs cellules ont tremblé. Des co-détenus proches de mon père ont été blessés par des projections, des bris de verre. Et après, donc 2 heures après les bombardements, ils ont été donc rassemblés et mon père a insisté là-dessus. Il a été extrêmement impressionné par le déploiement des forces spéciales qui étaient mis en œuvre pour éviter les évasions, les tentatives d'évasion. Suite à ça, ils ont été transférés dans des lieux que eux-mêmes ne connaissent pas. Et on sait juste que les conditions de détention se sont pas amélioré, bien au contraire. Mon père est toujours dans une cellule seule, à dormir par terre sur des couvertures. On sait que les conditions d'hygiène sont très dégradées. Et mon père a d'ailleurs, lors de la visite consulaire, insisté sur le fait à quel point ces conditions de détention étaient extrêmement difficiles. Louis Arnaud, vous connaissez les conditions de détention dont parle Anne-Laure Paris. Voilà, comment on tient, comment avez-vous tenu psychologiquement pendant 2 ans? Et on imagine que c'est cet état d'esprit dans lequel sont évidemment Jacques Kohler et Jacques Paris et Cécile Kohler. Alors effectivement, c'est la question. Moi, j'ai passé 6 mois dans ces conditions. En revanche, eux, ils ont passé 3 ans, plus de 3 ans, dans ces conditions. Pour moi, c'est même inimaginable à ce stade, même qu'ils soient encore debout, en fait, qu'ils soient encore en vie. Il faut bien rappeler que au mois de janvier, on avait appris qu'un touriste suisse qui avait été arrêté et jeté dans de telles conditions était décédé. Et c'est le cas d'un certain nombre d'Iraniens qui peuvent aussi, dont on m'a rapporté qu'ils étaient décédés dans ces conditions-là. C'est un endroit où on peut mourir. Comment on tient pendant 3 ans? Moi, je peux pas le dire. Pour moi, c'est un miracle qu'ils soient encore debout et qu'ils aient été aujourd'hui transférés dans un autre endroit, qui se retrouve seul en plus, donc à l'isolement en plus. Donc c'est une douleur encore plus dure. Et ce transfert dans ces conditions, sachant que le moindre changement du quotidien est extrêmement perturbant pour un détenu dans ces conditions-là. Donc sachant là en plus, compte tenu du bombardement d'Evin et du traumatisme que ça représente, je ne peux pas imaginer à quel point ils sont effondrés. Vraiment, quand on dit que leur santé est en danger, c'est pas uniquement mental, c'est également physique. J'ai une question extrêmement simple et naïve, Louis Arnaud. Comment communiquiez-vous dans la prison? Dans quelle langue? Est-ce que c'était en anglais ou pas? J'imagine que évidemment ça ajoute un stress supplémentaire et c'est ce que vivent certainement Cécile Kohler et Jacques Paris. De toute façon, la plupart des Iraniens en général ne parlent pas anglais. Les gardes ne parlent pas anglais ou ne souhaiteront pas le faire, même s'ils peuvent connaître quelques mots. Et surtout, vos co-détenus, déjà la plupart ne parlent pas l'anglais, mais en plus auront peur d'être vus en train de parler avec
avec le détenu étranger, qui est très certainement accusé d'être un espion. C'est d'autant plus le cas pour Jacques et Cécile, qui sont des cas très connus en Iran. Donc, en fait, vous vous retrouvez dans un isolement des plus complets, quand bien même vous êtes entouré. Alors, on va juste écouter la réaction du président de la République, Emmanuel Macron, tout à l'heure, qui a menacé l'Iran de mesures de rétorsion, et on fait réagir Anne-Laure Paris et Shirin Ardakani juste après. Le choix qui a été fait est une provocation à l'égard de la France, une offense et un choix inacceptable d'agressivité. Parce que nos deux compatriotes sont allés là-bas avec des engagements qui sont tout à fait respectables. Ce sont des enseignants, ils avaient un engagement syndical. Mais se permettre de dire que ce sont des agents de l'étranger qui auraient déstabilisé le régime, etc., je pourrais dire simplement que c'est fantaisiste si ça n'était pas criminel. Et donc, c'est inacceptable pour la France. Nous protégerons nos enfants. Et je peux vous dire que la réponse ne se fera pas attendre. Anne-Laure Paris, une réaction à ce que dit le président de la République aujourd'hui? Nous, notre demande, elle est claire. On demande à ce qu'ils sortent de là et qu'ils les ramènent en vie immédiatement. Donc, on demande à la France de se saisir de tous les moyens, on dit bien tous les moyens, en leur possession pour les ramener. Et juste pour renforcer ce que disait Louis, on est dans le cas d'un danger extrême, d'une urgence vitale. Mon père a réexprimé sa détresse profonde justement sur l'absence de visibilité de sa durée de détention et en termes de ressort pour survivre dans ces conditions-là. Je crois qu'il les trouve plus, parce que imaginez-vous faire une course à pied sans ligne d'arrivée. Comment vous allez mobiliser vos ressources qui sont déjà éprouvées par plus de 3 ans de torture? On vous comprend, on comprend vraiment bien votre détresse. Anne-Laure Paris, Shirin Ardakani, juste une réaction rapide à ce qu'a dit le président de la République tout à l'heure. Oui, je crois que cette réaction va dans le bon sens. La menace à la peine de mort est inadmissible. Ils doivent revenir rapidement, et j'en profite pour d'ores et déjà annoncer qu'un rassemblement à l'initiative des collectifs des familles aura sans doute lieu ce dimanche à la place du Panthéon à 15h, et je pense que la mobilisation générale de tous les citoyens doit se faire pour soutenir nos otages français qui doivent nous revenir indemnes, comme l'a dit Anne-Laure Paris. Merci à tous pour cette première page du 21-23. Merci beaucoup Anne-Laure Paris. On se retrouvera certainement, et surtout, on vous souhaite bon courage. Tout de suite, 21h31, le rappel de titre, Camille Novak. Et à la une, cette enquête ouverte par le parquet de Chalon-sur-Saône pour homicide involontaire, blessures involontaires et refus d'obtempérer après la mort d'un mineur de 13 ans dans un accident de la route tôt ce matin. Le drame s'est déroulé près de Mont-Soleil-Mines. Le véhicule avait été repéré par les policiers en pleine nuit. 4 autres mineurs qui se trouvaient dans le véhicule ont par ailleurs été blessés. Le président russe dit ce soir qu'il ne renoncera pas à ses objectifs en Ukraine. C'est ce que l'on a appris après son échange téléphonique avec le président américain. Vladimir Poutine qui se dit malgré tout ouvert à la poursuite des négociations avec Kiev. Les deux hommes ont également discuté de la guerre entre Israël et l'Iran. Vladimir Poutine qui a plaidé auprès de Donald Trump pour un règlement diplomatique du conflit. À Gaza, les frappes israéliennes se poursuivent. La défense civile fait état ce jeudi de 69 morts, dont 15 dans une frappe sur une école. Une majorité d'enfants et de femmes ont été touchés. L'armée israélienne indique avoir frappé un terroriste de premier plan du Hamas. Et puis un mot de la circulation demain sur les routes qui s'annonce très compliquée avec les premiers départs en vacances d'été. Vous le voyez sur cette carte Bison Futé qui indique que la circulation sera rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. Les routes s'annoncent chargées et cela va se poursuivre tout le week-end avec une journée de samedi qui s'annonce déjà très dense. Voilà Loïc pour l'essentiel de l'actualité à 21h30. Merci Camille, on ouvre la deuxième partie de ce 21-23 sur le terrain consacré à un pays qu'on a complètement oublié, loin des regards du monde ces derniers temps, l'Afghanistan, un Afghanistan qui fait face à une double impasse, l'effondrement de l'aide humanitaire et la répression imposée par le régime des talibans. Pour en parler avec nous ce soir, Kevan Gafaïti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant en relations internationales à Sciences Po Paris. Sheila Nouri, bonsoir, présidente de l'Association des Afghanes de France. Et puis à vos côtés, on retrouve Luc Lacroix, grand reporter à France Télévisions. On parlait de l'Iran juste avant où vous étiez et vous revenez de Kaboul, Luc. Eh bien, on va tout de suite aller sur le terrain avec vous avec
avec un extrait absolument poignant de votre reportage tourné il y a quelques jours. Vous allez voir l'attente de toutes ces familles, de tous ces Afghans et surtout de toutes ces Afghanes près des centres de soins, mais qui sont de plus en plus dépourvus de tout. On regarde, c'est très poignant et on en parle tous les trois juste après. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'arrive pas à uriner. Montrez-moi juste comme ça. Ils arrivent de tout l'Afghanistan. Eux ont fait 24 heures de route. C'est leur dernier recours. Ça fait 3 ans que ça a commencé et qu'il n'est pas soigné. Je l'ai emmené partout, mais on nous a dit qu'il n'y avait pas de traitement pour lui. Question de vie ou de mort. Le système de santé afghan s'est effondré. Il a une tumeur. C'est probablement un angiome. Les veines sont déformées. Dans cet hôpital, une association française, la chaîne de l'espoir, soigne gratuitement femmes et enfants pauvres atteints de certaines maladies. Ce père erre dans Kaboul depuis une semaine dans l'espoir de faire opérer son fils. Quel est son problème? Le petit Mohamed Hassan souffre d'une malformation, un bec de lièvre. Il est tout le temps agité, on ne peut pas lui donner de lait. Sa mère souffre elle aussi psychologiquement. Jour après jour, la situation empire. Maintenant, les gens ne peuvent même plus aller à l'hôpital public. Ils me disent, si je vais là-bas, l'opération sera gratuite, mais je devrais payer les médicaments. Si je ne peux même pas acheter de quoi manger, comment je pourrais payer des médicaments? Je parlais mal à mon enfant qui pleurait tout le temps et mon mari me battait en me disant « Prends soin de lui, ne fais pas ça, pourquoi tu ne t'occupes pas de lui ?» Il me disait toujours de prendre soin de lui, de ne pas l'abandonner. Luc Lacroix, vous êtes rentré de Kaboul il y a quelques jours. Comment avez-vous tourné cette séquence? Forcément, ça prend aux tripes, même si vous êtes un reporter impartial. Il y a vraiment une image qui est extrêmement frappante, c'est tous ces Afghans qui se pressent devant cet hôpital français de Kaboul pour se faire soigner. Ils ont souvent parcouru des kilomètres et des kilomètres pour arriver jusque-là et ils ont un espoir, c'est de soigner l'un de leurs proches. Dans cet hôpital, on soigne gratuitement des enfants et des femmes pour certaines pathologies. Et eux, souvent, ils sont allés d'endroit en endroit, ils n'ont vraiment absolument plus rien. Énormément de gens qu'on a rencontrés, en fait, dormaient dans la rue en attendant d'espérer pouvoir aller à l'hôpital parce qu'ils avaient dépensé toutes leurs économies pour arriver jusque-là. Des besoins énormes, c'est vraiment visible, c'est cette image de cette foule qui arrive en espérant se faire soigner. Tous ne peuvent pas l'être. Et vraiment, ça montre la détresse de ces gens et les énormes besoins de soins qui sont encore plus graves parce que il y a moins d'aide internationale qui arrive en Afghanistan. La fin de l'USAID, l'aide américaine a énormément touché ce pays et donc c'était vraiment frappant de voir ces besoins énormes et face à ça, des humanitaires qu'on voit dans le reportage, des médecins, des infirmiers qui font tout ce qu'ils peuvent. C'est un petit miracle que ça continue à fonctionner dans ce pays. Sheila Nouri, quand vous voyez ces images, quelle est votre réaction? Je trouve que c'est l'être humain a touché le fond. Parce que l'Occident a fermé les yeux, voilà où on en est. L'Afghanistan déjà vivait sous perfusion, et là, la perfusion, on l'a coupée. Donc imaginez ce qui se passe, vous avez vu. Donc les perfusions coupées, ça veut dire qu'il y a beaucoup de décès chez les femmes enceintes. Il y a beaucoup de bébés morts-nés, il y a beaucoup d'enfants en sous-nutrition, beaucoup de personnes âgées qui décèdent. J'ai des membres de ma famille qui sont décédés dernièrement parce qu'il y avait faute de soins. Donc c'est catastrophique, c'est dramatique ce qui se passe actuellement en Afghanistan. Oui, je disais, selon les chiffres de l'OMS, c'est plus de 10% de la population afghane qui pourrait être totalement privée de soins d'ici quelques mois. Donc évidemment, c'est énorme. Kevan Gafaïti, quand on voit ça, la question que je me pose aussi, c'est... Donc là, c'est un hôpital français, ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'hôpitaux, il n'y a pas de système de soins étatique Il y a en soi des hôpitaux afghans, il y a des hôpitaux, même depuis juin 2021 et le retour des talibans, mais effectivement, on peut clairement souligner le fait que l'état du service public est en déliquescence. Ce qu'il faut voir est qu'en réalité, cela n'a pas que de juin 2021, mais comme ma co-intervenante le disait, effectivement, l'État afghan a, depuis des décennies en réalité, de réelles difficultés structurelles et pas circonstancielles à maintenir un service public cohérent pour sa population. Et ensuite vient maintenant la question de l'acheminement de l'aide humanitaire. Est-ce que l'on continue d'acheminer de l'aide humanitaire pour la population, au risque, en réalité, aussi de contribuer l'émirat taliban à fonctionner? Donc, ce que vous nous dites, c'est que là, déjà, l'État afghan a été dans une situation compliquée, était presque un État failli dans beaucoup de domaines, mais depuis la fin de l'aide notamment américaine, avec des décisions de Donald Trump sur l'USAID,
Là, c'est le dernier coup de massue. Et puis les gens, il y a une énorme crise économique qui vient s'ajouter à ça. Les gens n'ont tout simplement pas de quoi manger. Alors se soigner, ils ne peuvent pas. Je me souviens d'un Afghan qui me disait, qui venait pour essayer de faire soigner son fils et qui nous disait, mais si je vais à l'hôpital public, en théorie, les soins sont gratuits, mais j'ai même pas de quoi acheter le moindre médicament. On en est vraiment là. Parce que tous les médicaments coûtent extrêmement cher. Et généralement, vous avez remarqué, il y a beaucoup de faux médicaments également, qui proviennent du Pakistan ou d'ailleurs. Donc il y a un véritable trafic là-dessus, aussi bien au niveau des faux médicaments. Et voilà, c'est des choses qu'il faut savoir aussi. Alors, on va avancer un petit peu plus sur la question. On l'a compris dans votre reportage, hein, Luc, ça touche tous les Afghans, mais ça touche notamment les femmes et les filles. On va aller un petit peu plus loin là-dessus. Alors, la situation des femmes et des filles en Afghanistan ne cesse de se dégrader. Hein. Ça n'est qu'une longue liste assez sordide. Regardez un extrait de ce reportage de Thibaut de Barberac. C'était l'an dernier, en 2024. Et on voyait comment les femmes afghanes étaient peu à peu, vous n'allez pas me contredire malheureusement, effacées de toute la société. On en parle juste après. Regardez. Nouvelle chape de plomb sur l'Afghanistan et en particulier sur les femmes. 3 ans après leur retour au pouvoir, les talibans restreignent toujours plus les libertés. Interdiction pour les femmes de faire entendre leur voix en public. Interdiction de sortir en laissant apparaître leur visage, masque obligatoire, alors que cela était encore toléré. Interdiction de se maquiller et se parfumer. Cette nouvelle loi, c'est comme si on les attaquait vraiment dans leur existence même. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus droit on n'a plus le droit d'entendre le son de la voix d'une femme et d'apercevoir ne serait-ce qu'un bout de corps d'une femme. Donc pour porter des gants, se cacher, etc. et ne pas être présente. En fait, c'est comme